Alors, vous savez tous que... Ah, ça commence. Marche arrière. Excusez-moi. Voilà. Vous savez tous que dans notre cerveau, il y a deux hémisphères. L'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Le langage qui est important pour nous, êtres humains, est localisé dans l'hémisphère gauche. C'est pour ça qu'on appelle cet hémisphère l'hémisphère dominant. En comparaison, l'hémisphère droit, lui, est appelé hémisphère mineur. Et on a souvent opposé ces deux hémisphères. D'ailleurs, dans les années 70, est apparu le mythe du cerveau gauche, celui qui parle, le cerveau rationnel, et le cerveau droit, plutôt artistique. Mais revenons au langage. Nous savons maintenant à peu près comment est organisé le langage au sein du cerveau gauche, de l'hémisphère gauche, de cet hémisphère dominant. Comme vous pouvez le voir sur cette IRM fonctionnelle à gauche, le langage est organisé en zones sur le cortex qui sont distribuées dans des zones antérieures et postérieures au cerveau. En fait, la zone antérieure va intégrer la production du langage et la zone postérieure va intégrer la compréhension, les phénomènes intégratifs du langage. En fait, si nous avons tous ici une organisation identique avec des zones qui sont localisées en avant du cerveau et des zones en arrière du cerveau, chaque individu a une variabilité dans ces zones corticales. Et ça, c'est très important, vous allez voir pour la suite. Enfin, comme vous pouvez voir sur la deuxième IRM, qui est une IRM particulière, faite pour voir les faisceaux d'association entre les zones corticales, qu'on appelle une tractographie, ces zones antérieures et postérieures communiquent avec des faisceaux qui sont parfaitement identifiés, avec des voix dorsales, des voix ventrales, certaines phonémiques, certaines sémantiques. Pendant très longtemps, on a considéré que les lésions, en particulier tumorales, qui étaient situées dans ces zones du langage, étaient inopérables. Les neurochirurgiens avaient trop peur de provoquer des troubles du langage irréversibles à ces patients. En fait, maintenant, on peut intervenir sur ces lésions grâce à une méthodologie qui commence à être connue du grand public, qu'on appelle la chirurgie cérébrale en conditions éveillées. En effet, paradoxalement, le cerveau est le seul organe insensible de l'être humain. Et au prix d'une anesthésie locale de la peau, il est tout à fait possible d'opérer quelqu'un du cerveau sous anesthésie locale. Et donc on utilise en fait la cartographie corticale et sous-corticale, c'est-à-dire l'application d'électrodes qui va délivrer un courant assez spécifique au moment où on va toucher le cortex avec l'électrode. Et ce courant va transitoirement paralyser le temps du contact la zone cérébrale qui sera mise en contact avec cette électrode. De fait, si on fait effectuer une tâche au patient pendant qu'on stimule son cerveau, si cette zone est importante dans la tâche qu'il est en train d'effectuer, on va le voir tout de suite avec une suspension de cette tâche, des erreurs durant cette tâche. Et donc il est possible d'explorer le langage, par exemple en montrant sur cette tablette des phrases à lire, des objets à dénommer chez un patient. Et si, lors de la stimulation, par exemple dans la zone D, on s'aperçoit que le patient présente des troubles de lecture, des troubles de dénomination, on va savoir que cette zone est importante pour le langage et qu'il est alors impossible de la léser sous peine d'avoir effectivement des dégâts irréversibles. Alors, maintenant, effectivement, on peut opérer des lésions dans les zones du langage et les troubles du langage post-opératoires sont devenus très rares. Mais quid de l'hémisphère droit, de cet hémisphère mineur ? En fait, de nombreuses études scientifiques ont montré que les patients qui souffraient de lésions ou qui étaient opérés de tumeurs dans l'hémisphère mineur, cet hémisphère droit, en fait, avaient une qualité de vie détériorée. Détériorée alors qu'ils parlaient normalement. Et ça, on sait pourquoi maintenant, parce qu'on sait que cet hémisphère mineur est le siège de fonctions extrêmement importantes. Globalement, la cognition sociale et tous les phénomènes attentionnels. Ces fonctions vous permettent d'appréhender l'espace, d'être conscient de l'espace autour de vous. Et si cette fonction est abîmée durant un geste opératoire, les patients vont présenter des symptômes assez particuliers, peu connus, en particulier ce qu'on appelle une héminégligence, c'est-à-dire que le patient va voir disparaître totalement un espace sur un côté. Il n'aura plus conscience de cet espace. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus être conscient des objets qui seront dans cet espace, du côté gauche, du côté droit. Et cette négligence va pouvoir apparaître, peut être assez hétéromorphe, ça peut être une disparition d'objets loin de lui, près de lui. Des fois, ça va pouvoir même être une disparition d'un espace corporel, c'est-à-dire que le patient va ne plus avoir conscience du tout de son hémicorps, va même pouvoir l'attribuer à quelqu'un d'autre. Et les phénomènes font que
comme effectivement les phénomènes attentionnels sont dans cet hémisphère, le patient atteint de ce trouble va être totalement inconscient de ce handicap. Une deuxième fonction extrêmement importante dans l'hémisphère dit mineur, c'est la cognition sociale. La cognition sociale, en fait, c'est un terme qui regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe un terme scientifique qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire reconnaître la tonalité affective d'une phrase. Une phrase colérique, une phrase tendre, une phrase pleine d'amour. C'est une fonction qui va permettre de reconnaître les émotions faciales, par exemple, de son interlocuteur. Et puis des fonctions un petit peu plus difficiles à cerner, que sont l'empathie ou la théorie de l'esprit. De fait, quand les patients ont des lésions de ces fonctions dans leur hémisphère mineur, ils vont présenter un handicap qu'on qualifierait d'handicap invisible. Ces patients vont parler, vont avoir un comportement à peu près normal, mais vont être extrêmement handicapés sur le plan affectif, vont être incapables de pouvoir interférer socialement avec leur entourage. Alors la connaissance anatomique de ces réseaux, que sont les réseaux de la cognition spatiale et la cognition sociale, commence à être bien connue. Et en fait, l'organisation est tout à fait en miroir de ce qu'on peut trouver dans l'hémisphère dominant, l'hémisphère gauche. On retrouve à peu près la même disposition dans l'hémisphère droit pour ces deux grandes fonctions, avec des zones corticales, comme vous pouvez le voir en dessous, situées en avant du cerveau, et des zones corticales situées en arrière du cerveau, les deux communiquant avec des faisceaux qui ont globalement la même anatomie que les faisceaux qu'on retrouve dans l'hémisphère dominant. Alors effectivement, il est tout à fait possible, durant une chirurgie éveillée, de faire parler le patient, de le faire écrire, de le faire s'exprimer. Par contre, en condition du bloc opératoire, chez un patient endormi, la tête fixée, pas endormi, pardon, réveillé, mais en tout cas sur une table opératoire, la tête fixée, il est beaucoup plus difficile de designer des tests qui vont permettre d'explorer la conscience spatiale et toute la cognition sociale, l'interférence avec effectivement les siens. C'est là que la réalité virtuelle intervient et nous a permis, avec plusieurs équipes, de développer des tests qui nous permettent de tester et donc de cartographier et donc de respecter durant une chirurgie toutes ces fonctions. Alors, on va y arriver. La première application qui a été développée avec une équipe de l'ESIA, une équipe d'ingénieurs dirigée par le Dr. Evelyn Klinger, nous a permis de construire une application qui est assez simple à première vue, mais qui a été un petit peu difficile à mettre au point parce qu'il a fallu l'adapter effectivement aux conditions opératoires. Il s'agit en fait d'une application qui remplit l'espace visuel de lunettes de réalité virtuelle d'un fond neutre dans lequel l'opérateur, qui est dans le cas précis un orthoptiste, va faire apparaître des points lumineux à différents endroits du champ périphérique ou central du patient, alors que l'on stimule son cerveau. Et dès que le patient ne va plus voir effectivement un de ces points lumineux, on saura que la zone qu'on est en train de stimuler intervient dans la conscience de l'espace, dans la visualisation de l'espace dans lequel est ce point. Et donc ça a été la première utilisation, la première application de la réalité virtuelle, mais qui est encore assez simple. Et vous imaginez que nous avons, avec tous les potentiels que représente cette technologie, beaucoup d'autres idées. Actuellement, nous travaillons avec une équipe de neuropsychologues sur des tests beaucoup plus complexes. En particulier, nous travaillons sur un test qui va permettre de cartographier dans le même temps non seulement la compréhension, l'appréhension de l'espace, mais aussi un des points essentiels de la cognition sociale, qui est la reconnaissance des émotions faciales. Et donc, cette application, en fait, représente un espace en 3D dans lequel ce ne seront pas des points lumineux qui vont apparaître, mais des visages qui appartiennent à des banques tout à fait validées, utilisées par les neuropsychologues pour pouvoir tester la reconnaissance des émotions faciales chez les patients atteints d'une lésion, de l'hémisphère mineur. Et donc, ces smileys un peu sophistiqués vont apparaître dans des endroits différents de l'espace, alors qu'effectivement, on stimulera le cortex ou les zones profondes du patient, ce qui nous permettra de repérer dans le même temps les zones qui gèrent l'appréhension spatiale, mais aussi celles qui gèrent la reconnaissance des émotions faciales. Alors, vous pouvez vous poser la question, c'est pourquoi dans cet hémisphère mineur, finalement, on retrouve deux fonctions qui sont apparentes si éloignées l'une que l'autre, que sont la cognition sociale et la notion de l'espace. En fait, si vous réfléchissez bien, ceci représente une certaine logique. Le premier signal
non visuel, le premier élément du langage non verbal que vous allez donner à un interlocuteur, c'est finalement l'espace que vous allez laisser entre lui et vous. Et c'est pour ça qu'on imagine que dans l'apprentissage des relations sociales et du langage non verbal, effectivement, ces deux fonctions, que sont l'appréhension de l'espace et la cognition sociale, se sont interférées sur les mêmes voies. Alors évidemment, nous intéressons aussi sur des applications beaucoup plus sophistiquées, en particulier l'émergence de ce qu'on appelle les chatrooms, donc cette possibilité de faire des réunions virtuelles en remplaçant les interlocuteurs par des avatars, et donc de permettre à un patient allongé dans les conditions du bloc opératoire, réveillé, de participer à une réunion sociale et de pouvoir modifier à volonté le comportement, les mimiques faciales de ces interlocuteurs. Et ceci va nous permettre de cartographier et donc de respecter plus tard effectivement des fonctions beaucoup plus sophistiquées de la cognition sociale que peuvent être l'empathie, que peuvent être la théorie de l'esprit. Alors, toutes ces recherches que nous développons actuellement avec des équipes de neuropsychologues nous ont conduit aussi à un autre aspect de la réalité virtuelle qui est un petit peu plus connu, qui a été développé dans les années 70, en particulier par les études canadiennes, qui est l'antalgie. Et nous travaillons actuellement avec des artistes numériques comme Kevin Mack et Julius Ortus, qui développent des environnements virtuels qui sont assez extraordinaires pour nous, parce que ces environnements virtuels, en 3D, 360 degrés, sont totalement dénués de connotations sémantiques, aucune notion de langage, de signification. Et par contre, le design de ces univers fait fonctionner à fond, effectivement, les fonctions qui permettent d'appréhender l'espace. Et donc, nous explorons actuellement le rôle antalgique de ce type de séquence, aussi bien au bloc opératoire, chez les patients en conditions éveillées, dans le cadre d'un essai clinique, mais aussi chez les volontaires, car nous avons l'hypothèse que ce type de séquence, pour peu qu'elle soit améliorée et un peu modifiée, aurait de forts potentiels antalgiques, non pas parce qu'elles sont divertissantes, non pas parce qu'elles monopoliseraient des ressources attentionnelles du cerveau, comme on peut l'expliquer assez souvent dans le rôle antalgique de la réalité virtuelle, mais plus spécifiquement parce qu'elle va activer de façon extrêmement importante et spécifique l'hémisphère droit, ce fameux hémisphère mineur. Et on sait, à partir de plusieurs travaux scientifiques, que l'activation spécifique de cet hémisphère est capable de générer des états de conscience modifiés qui vont permettre au patient d'être déconnecté de sa douleur. Voilà. Je vous laisse ici, parce que je sais qu'il y a des professionnels dans la salle, donc je vous laisse quelques contacts. Nous sommes une équipe de recherche, nous travaillons sur différents aspects effectivement de cette réalité virtuelle. Et s'il y a des équipes, des écoles qui sont intéressées de travailler avec nous, elles seront bienvenues pour développer de nouvelles applications. Merci. Nous avons le temps pour quelques questions. Alors, c'est toujours très difficile quand on utilise le terme hypnose, parce que le terme hypnose en lui-même n'est pas très défini sur le plan physiologique. C'est pour ça que je préfère l'état conscience modifié. Mais bon, c'est probablement des phénomènes qui s'en rapprochent, tout à fait. Oui ? Non, ils sont bien sûr, éduqués en quelque sorte, parce que, comme la plupart des gens qui nous entourent, peu de patients ont eu l'occasion d'avoir des lunettes de réalité virtuelle sur le nez avant cette intervention. Donc il faut d'abord qu'ils s'approprient effectivement l'outil. Il y a quelques petites aussi un petit apprentissage pour certaines séquences. En particulier, vous savez que ce paradoxe qui est de voir par exemple un paysage vertical alors qu'on est allongé sur le dos peut entraîner des inconforts. Et donc il faut les habituer effectivement et leur montrer tous ces tests. Et il y a toute une séance d'apprentissage effectivement avant de les amener au bloc opératoire.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Il y a des tas d'équipes. C'est pas bon, c'est pas ma spécialité. On est plus dans le domaine de la psychiatrie, mais des équipes effectivement qui s'intéressent beaucoup, en particulier dans le cadre de l'autisme, effectivement dans la stimulation, dans la neuroréhabilitation de ces patients qui ont des troubles effectivement de la cognition sociale. Sans faire de la science-fiction, effectivement, nous avons l'impression qu'en connaissant mieux effectivement les zones véritablement impliquées en opératoire dans cette cognition sociale, il sera possible, dans un futur éloigné, peut-être d'envisager des interventions de neuromodulation. Vous savez qu'on peut faire de la stimulation cérébrale profonde, par exemple dans le Parkinson, qui peuvent modifier des mouvements anormaux. Et peut-être pourrons-nous, en comprenant mieux ces voies, effectivement, proposer des interventions de stimulation qui pourraient activer effectivement certaines voies de cognition sociale chez les gens qui ont ce type de handicap, comme par exemple les autistes. Alors là, il y a des choses qui se sont faites, en particulier chez les blessés de la moelle épinière. Il y a eu une publication extrêmement brillante et très, très impressionnante d'une équipe américaine qui ont pris des patients qui étaient paraplégiques depuis plusieurs années et qui les ont rééduqués de façon extrêmement intensive en utilisant deux aspects. Le premier qui était la réalité virtuelle, avec un avatar qui leur montrait leur propre corps. Et le deuxième aspect était de la robotique, qui faisait bouger les jambes des patients. Et en fait, les patients essayaient de se concentrer pour faire bouger leur avatar, le pied de leur avatar, et en fonction de l'analyse des ondes cérébrales, le bras robotique faisait bouger le membre inférieur dans le même temps. Et cette équipe a mis en évidence des phénomènes de récupération chez les patients qui étaient paraplégiques depuis plusieurs années, pour lesquels on ne s'attendait pas du tout à ce que des choses puissent être récupérées, et ils ont donc montré des résultats extrêmement impressionnants. On est dans la moelle épinière, mais pourquoi pas dans des fonctions plus complexes cérébrales. Tout à fait. On peut le faire, c'est sur d'ailleurs les IRM que je vous ai montrés, on peut appréhender les zones qui sont impliquées corticales et les connexions qui sont impliquées dans certaines fonctions en IRM fonctionnel. Mais malheureusement, tous les paradigmes qui sont utilisés dans cette imagerie dite fonctionnelle entraînent beaucoup, beaucoup d'artefacts. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un de lire une image dans une IRM, vous allez faire apparaître en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de circuits qui ne sont pas forcément directement impliqués à la lecture, qui peuvent être impliqués à la reconnaissance de la couleur, qui peuvent être impliqués à la concentration par rapport au bruit que fait l'IRM, etc. Donc vous arrivez à avoir des choses, effectivement, mais elles ne sont pas aussi fines. Et finalement, vous allumez des zones beaucoup plus larges que celles qui sont véritablement nécessaires à la fonction. Et donc vraiment le golden test, c'est effectivement la cartographie préopératoire. Mais l'imagerie préopératoire nous permet quand même une certaine planification et nous fait gagner beaucoup de temps dans cette procédure. Alors c'est un problème, c'est un détail, mais un détail extrêmement important. Et nous avons utilisé plusieurs casques et en fait le choix actuel s'est porté sur un type de casque qui présente deux avantages. Le premier, c'est qu'il est wireless et le deuxième, c'est qu'effectivement il est livré avec une mousse qui est détachable avec un velcro et qui nous permet de commander des mousses finalement qu'on peut changer d'un patient à l'autre. Alors ce casque est mis sur le côté non aseptique du champ opératoire, mais effectivement pour des raisons d'hygiène, il faut effectivement que les choses soient propres d'un patient à l'autre. Oui, oui, tout à fait. On commence à avoir une idée assez précise, mais qui est très très loin de la connaissance globale qu'on pourrait avoir. Il y a une loi mathématique dont j'ai oublié le nom qui dit qu'un système complexe ne pourra jamais s'expliquer par lui-même, ce qui semble amener une limitation à la connaissance totale et définitive du cerveau. Mais effectivement, la connaissance, en particulier grâce à l'imagerie fonctionnelle et toutes les équipes qui font de la cartographie cérébrale, a vraiment été très très importante ces dernières années. Merci.